Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 7h à Bamako, la même heure à Dakar, 2h à Washington. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Ils sont aptes à diriger leurs unités avec rigueur et professionnalisme. 135 sous-officiers reçoivent leurs attestations après 3 mois de formation théorique et pratique, de quoi renforcer les capacités opérationnelles de l'armée malienne. Les services de l'État signent progressivement leur retour à Ménaka. Parmi les structures fonctionnelles, la santé, la douane ou encore l'éducation. Mais les grands défis de la région restent l'enclavement. C'est le grand format de cette édition. Une quarantaine de cotonculteurs du continent appellent les États à soutenir la filière en facilitant l'accès à des intrants agricoles à des prix abordables. Ils sont remis à Dakar au Sénégal pour mettre en commun les bonnes pratiques. En Libye, Saïf al-Islam Kadhafi, l'un des fils de Muammar Kadhafi, a été retrouvé criblé de balles hier chez lui dans l'ouest du pays. 4 hommes armés ont fait éruption à son domicile. Les États-Unis accueillent ce mercredi une quarantaine de délégations pour un sommet sur les minerais critiques. L'objectif pour Washington est de renforcer ses approvisionnements. Le marché des transferts referme ses portes. Certains joueurs maliens en ont profité pour changer de club. On en parle dans la synthèse de l'actualité sportive. Quand un environnement est précaire, le combat contre les maladies tropicales négligées devient difficile à gagner. En la matière, la presse peut contribuer à mieux prendre en compte la question dans les politiques publiques. La chronique de l'environnement s'intéresse à ce lien indissociable. C'est tout pour les titres. 64% des jeunes sont engagés dans la lutte contre la corruption selon une étude réalisée en 2023. Un chiffre qui témoigne de la prise de conscience de cette couche sur la nécessité de s'éloigner de ces fléaux. C'est dans ce contexte que se tient la 10e édition de la semaine de la jeunesse contre la corruption. Boubacar Babien Touré y était pour Mali Actualité. Elle affaiblit silencieusement l'État à travers des manques à gagner, crée l'inégalité entre les citoyens, éloigne ceux-ci des institutions. Bref, elle touche pratiquement tous les secteurs de la vie. Ce sont autant de maux que la corruption peut engendrer au sein d'une société. Il est donc impératif de lutter contre ce fléau pour bâtir un monde plus juste où tous les citoyens bénéficient des mêmes droits. Un combat que la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption, CLPC, a engagé à travers l'instauration de la semaine de la jeunesse contre la corruption. Mariam Djama-Sanogo, présidente de la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption, CPLC. En 2023, selon une enquête réalisée ou mise à jour par le LUSEC, 64% des jeunes sont engagés dans la lutte contre la corruption, contre 58% en 2019. Ces chiffres traduisent la prise de conscience des jeunes sur le bien fondé de la lutte contre la corruption grâce, bien évidemment, à nos différentes actions. Nous sommes convaincus que la répression, aussi nécessaire soit-elle, ne peut suffire sans une transformation profonde des comportements. 10e du genre, cette édition qui met au centre les jeunes dans la lutte contre ce phénomène a pour thème 10 ans d'engagement contre la corruption, la jeunesse en première ligne pour construire l'intégrité de demain. Dramandia Kouba Diallo, directeur pays LUSEG. La présente édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption revêt une portée particulière. Elle marque 10 années d'engagement de la jeunesse contre la corruption et constitue une opportunité stratégique pour consolider les acquis de 9 éditions précédentes, capitaliser les bonnes pratiques et renforcer la durabilité des résultats au-delà de la phase de mise en œuvre du projet LUSEG. Ibrahim Berté, conseiller au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Il sera donc difficile de réaliser de nouveaux progrès sans faire jouer aux jeunes le rôle de premier plan. C'est tout l'intérêt du thème de cette année. Engager les jeunes à dire non à la corruption, aujourd'hui et dans l'avenir, est une étape essentielle pour progresser de manière effective dans la lutte contre les abus de toutes sortes. Pots de vin, fraude, collusion, clientélisme, etc. Prévue du 3 au 10 février prochain, cette édition sera marquée par des panels, des conférences, des causeries débats dans les grains, des émissions de sensibilisation et des activités sportives.
Au même moment, 135 sous-officiers renforcent l'effectif de l'armée malienne. Ils s'engagent à diriger leurs unités avec honneur et responsabilité en ayant comme seule boussole les exigences opérationnelles. Ces stagiaires viennent de boucler une formation de 3 mois. Ils ont reçu leurs attestations au camp Thieba Traoré de Sikasso, d'où nous appelle Moussokoro Seremi. 3 mois, c'est le séjour qu'il aura fallu à ces 135 stagiaires, dont 7 personnels féminins, du brevet d'armes 1 et 2, pour s'armer de discipline, de valeurs et de compétences opérationnelles. Des chefs de section et sous-officiers adjoints, toute corporation, désormais aptes à commander une section sur le terrain et conscients de leurs responsabilités. Lieutenant-colonel Bakari Koulibaly, directeur du centre de formation de Sikasso. 135 stagiaires répartis comme suite. 100 pour le B1, dont 23 de l'infanterie, 4 des armes blindées de cavalerie, 45 de la gendarmerie, 15 de la police nationale et 13 de la protection civile. Et 35 stagiaires pour le BA2, dont 9 de l'infanterie, 2 des armes blindées de cavalerie et 24 de la gendarmerie. Ont pu atteindre le bout de cette formation. Le programme édicté par la hiérarchie militaire a été exécuté à 100%. Ce programme concernait, entre autres, la préparation physique et morale, l'instruction militaire, tactique et technique. Adjudant-chef Mamadou Diarra, porte-parole des majors. La fin des 3 mois représente pour nous un moment de fierté. De fierté au nom de toute la promotion. Nous sommes prêts à donner le meilleur de nous sur le terrain pour protéger les personnes et les biens. Au-delà de la consécration, cette étape décisive du parcours militaire constitue un renfort stratégique pour le dispositif sécuritaire de la zone de défense numéro 8. Colonel Sekou El Hadji Diakité, commandant de la zone de défense numéro 8. Ces chefs de section vont contribuer au renforcement du dispositif sécuritaire de la région. Il faudrait qu'ils se souviennent qu'un chef de section, il est au cœur du commandement et surtout au cœur du commandement de proximité. Ils doivent vraiment continuer à renforcer leurs capacités, continuer à renforcer la capacité des jeunes soldats, des jeunes sous-officiers qui sont à leur portée pour pouvoir quand même faire les missions à hauteur de soi. Désormais diplômés, ces chefs de section rejoindront leurs unités respectives, prêts à assurer leur mission au service de la défense et de la sécurité nationale. La remise des attestations et un défilé militaire ont marqué cette cérémonie de sortie. Signalons qu'une minute de silence a été observée à la mémoire de tous les défenseurs, civils et militaires. Et voyons à présent ce qui fait l'essentiel de l'actualité hors des frontières maliennes. Première escale au Sénégal, où une quarantaine de cotonculteurs venus de 6 pays du continent se sont réunis pendant 3 jours à Dakar. Objectif, mettre en commun les bonnes pratiques et échanger sur les défis de la filière, parmi lesquels la lutte contre les ravageurs et la difficulté de financer les intrants agricoles. Dans un manifeste publié à l'issue de la réunion, les 15 pays membres de l'Association des producteurs de coton africains appellent les États à soutenir la filière en facilitant l'accès à des intrants agricoles à des prix abordables et à du matériel de qualité. La finalité est de produire au moins 1 tonne de coton graine par hectare d'ici à 2030. En attendant, le Maroc fait face aux fortes inondations dans le nord du pays après des mois de pluie continue. Plus de 50 000 personnes ont été déplacées tandis que les secours restent pleinement mobilisés. Face aux évacuations, les centres d'hébergement d'urgence ont été déployés. Près de 100 tentes étanches accueillent les familles déplacées. De nouvelles pluies sont annoncées. Au même moment, en Libye, Saïf al-Islam Kadhafi, l'un des fils de l'ex-dirigeant Muammar Kadhafi, a été retrouvé hier criblé de balles chez lui dans l'ouest du pays. Selon certaines sources, l'homme de 53 ans a succombé à des tirs de 4 hommes armés qui ont fait irruption à son domicile. Les assaillants auraient désactivé les caméras de surveillance avant l'attaque, précisent d'autres sources. En attendant d'y voir clair, le Malawi déclare une épidémie de poliomyélite. Dans un communiqué, le ministère de la Santé confirme la résurgence de cette maladie mortelle. Il appelle la population à prendre la situation au sérieux et à adopter immédiatement des mesures préventives. Suivant les conseils de l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement malawite affirme avoir activé les systèmes d'intervention d'urgence et intensifier la surveillance, les campagnes de vaccination et la sensibilisation des communautés afin de briser la chaîne de contamination. Pendant ce temps, au Soudan, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, a annoncé hier la reprise des Kadougli, ce qui met fin au long siège imposé par les paramilitaires à cette ville clé du Kordofan. Félicitations au peuple de Kadougli pour la libération de la ville, a déclaré le général al-Burhan dans une courte interview télévisée avant d'ajouter, je cite, « Les forces armées atteindront n'importe quel endroit
au Soudan. Autre pays qui connaît une situation sécuritaire difficile, la RDC, où le gouvernement et les rebelles de l'AFC M23 signent un mandat autorisant le déploiement d'une mission de la MONUSCO à Ouvira, dans l'est du pays. Objectif, surveiller le respect du cessez-le-feu conformément à l'accord cadre de Doha pour la paix signé en novembre 2025. Cette mission, qui devrait être déployée dans les prochains jours, marque une avancée symbolique dans un conflit qui dure depuis des années. Les deux parties réaffirment leur engagement à mettre en œuvre les obligations de l'accord. Bouclons ce tour d'horizon par les États-Unis, où l'administration américaine accueille ce mercredi à Washington une quarantaine de délégations pour un sommet sur les minerais critiques. Entendez par là, ce sont des matières premières essentielles à l'économie moderne, notamment la transition énergétique, la défense et l'électronique. Un sommet organisé par le secrétaire d'État américain Marco Rubio et auquel doit assister une délégation congolaise avec à sa tête le président Félix Tshisekedi. D'autres délégations venant de Guinée et du Kenya sont également attendues. Selon certains observateurs, l'administration Trump cherche ainsi à renforcer ses approvisionnements en minerais critiques. AES Actualité. Au Burkina Faso, l'heure de rendre compte sonne pour les ministres. Chaque membre du gouvernement passe devant le Premier ministre pour expliquer les activités réalisées au courant 2025. Les ministres en charge de l'administration du territoire et de la défense se sont soumis à cet exercice et obtiennent de très bonnes notes. C'est ce que nous dit Rufine Dipama de la radio du Burkina. 3 objectifs phares étaient assignés au département en charge de la défense en 2025. Poursuivre les offensives, amener surtout les forces combattantes à monter en puissance dans la reconquête du territoire, stabiliser les localités reconquises et prendre en charge psychologiquement et socialement les combattants affectés par la crise. La plupart des activités ont été réalisées selon le ministre d'État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Saint-Poré. Nous avions à peu près une trentaine d'activités à conduire et ces activités étaient conduites et nous sommes à un taux d'exécution de 92,32%. Donc, est-ce satisfaisant ou pas? On ne peut pas danser et puis s'apprécier soi-même. C'est les spectateurs qui peuvent dire si les résultats sont satisfaisants ou pas. Notre objectif à nous aurait été d'atteindre les 100%, mais nous sommes à 92,36%. En matière de reconquête du territoire, comme vous le savez, nous sommes actuellement à peu près à 74%, ce qui représente environ entre 400 et 500 villages reconquis. Le contrat d'objectif du ministère de l'administration territoriale et de la mobilité a été exécuté à un taux de 80,43%. En matière d'état civil, les acquis sont fort appréciables, indique le ministre d'État chargé de l'administration territoriale, Émile Zerbo. Par exemple, on peut dire qu'il y a 30 communes au Burkina Faso qui ont eu leur registre d'état civil numérisé à 100%. On peut citer également le nombre d'actes d'état civil qui ont été délivrés aux déplacés internes. Sur une prévision de 65 000, nous avons pu délivrer plus de 121 000. C'est quelque chose qui est à souligner. En matière de cohésion sociale, on peut dire qu'il y a eu 10 initiatives à l'endroit des populations qui ont été initiées pour les sensibiliser sur la cohésion sociale. Et près de 1250 personnes ont été approchées pour être sensibilisées dans le domaine des libertés religieuses. Tout n'a pas été rose dans ce ministère en 2025. Quelques difficultés ont notamment empiété sur la modernisation des infrastructures aéroportuaires, ajoute le ministre d'État Zerbo. Qu'à cela ne tienne, les ministres nous ont confié avoir reçu des instructions du chef de gouvernement à l'issue de l'exercice de redevabilité pour relever les défis et améliorer les performances des différents départements. Oui, si les ministres rendent compte de leur gestion au Burkina Faso, au Niger voisin, on pense déjà à la prochaine campagne agricole. Une campagne qui sera très bonne. La paix et la sécurité seront également renforcées dans les pays et les autres États du Sahel. C'est ce qui révèle des séances de prédication à l'ouverture d'une saison traditionnelle dont l'objectif est de perpétuer un lien avec le passé et de donner un sens au présent selon les initiateurs de cet événement. D'autres détails avec Sanda Natahi de la Voix du Sahel. Boudendaji ou ouverture de la saison est une pratique traditionnelle fantastique et fascinante, entretenue et perpétuée pour assurer un lien avec le passé et donner un sens au présent. Dans le Gobir, cette pratique est alliée chaque année au 4e mois après l'arrêt des pluies se déroule dans les villages
de Baramaka, Pagagaou et Atibiri à la place Kebahula, au Gao de Lomon et chez la Ina du Gobir avec des réjouissances populaires, des séances de prédication et une partie de chasse au titre de laquelle un animal ou un oiseau est capturé, égorgé et dépecé l'estomac ou le gésier du produit de la chasse et analysé pour comprendre l'avenir de la prochaine campagne agricole et la situation du pays. À l'issue de ce sacerdoce qui a réuni prédicateurs, féticheurs, magiciens, dramaturges et géomanciens du Gobir et ceux venus des horizons lointains, il ressort que la campagne agricole connaîtra cette année une installation précoce. Les pluies seront régulières et bien réparties dans le temps et dans l'espace. La récolte sera abondante. Quant à la situation du pays, la paix, la sécurité et la cohésion sociale seront renforcées. Ils ont par ailleurs recommandé aux autorités et à l'ensemble des citoyens de faire des aumônes et des sacrifices pour parer aux éventuels obstacles et atteindre pleinement les objectifs de la refondation. Annonçant ces résultats, les détenteurs de cette pratique ont réaffirmé leur engagement de continuer à soutenir et à accompagner les autorités en s'inscrivant dans la dynamique de la mobilisation générale décrétée par le président de la République, le général d'armée Abdraman Chani, chef de l'État. Ils ont à cet effet, séance tenante, collecté et remis la somme de 200 000 francs CFA en guise de leur contribution au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. À noter que toutes ces manifestations se sont déroulées sous la direction de Halilou Sarkim Baki du Sultanat du Gobir, assisté par Janjouna du Gobir, Yahya Bawa et Habsatou la Ina du Gobir. Retour ici au Mali, direction la région de Ménaka, où les services techniques de l'État se mettent en place progressivement. Parmi les structures fonctionnelles, la santé, la douane, l'éducation ou encore l'agriculture. Mais le grand défi de la région reste l'enclavement. Pour apporter une réponse à cette question cruciale, un appel est lancé aux autorités et partenaires. Cri de cœur des populations de Ménaka dans ce focus de Chirfou Moulay Aïdara. L'opérationnalisation de la région de Ménaka s'accélère avec la présence des services sociaux de base, notamment la sécurité, la douane, la santé. L'éducation et l'agriculture figurent parmi le secteur fonctionnel. Colonel-major Lanzanou Konaté, gouverneur de la région de Ménaka. La région de Ménaka couvre une superficie de 80 000 km² environ, est composée de 6 cercles, 18 arrondissements et 28 communes. La région aujourd'hui vient de se relever d'une crise, comme tout le Mali entier, qui a eu des impacts un peu négatifs, mais il faut se dire qu'elle commence à se relever. La région de Ménaka a subi de plein fouet les effets de la crise sécuritaire de 2012, impactant fortement le secteur de l'éducation. Malgré ces difficultés, le système éducatif fait preuve de résilience avec un effectif total de 19 680 élèves, dont 8 559 filles. Parmi eux, 12 651 élèves sont effectivement présents dans l'académie, bénéficiant de l'accompagnement des partenaires pour assurer le bon fonctionnement des établissements scolaires. Sidi Bakili, directeur de l'académie de Ménaka. Notre objectif, c'est de pouvoir récupérer l'ensemble de ces élèves. Mais il faut réunir beaucoup de conditions, nous avons beaucoup de défis pour qu'ils puissent réellement tous essayer de fréquenter l'école. Malgré certaines contraintes, les responsables s'emploient activement à garantir aux enfants l'accès à leurs droits fondamentaux, notamment l'éducation. Sidi Bakili, directeur de l'académie de Ménaka. En maintenant ces enfants à l'école, je crois que c'est toujours un plus pour le développement de la nation, parce que c'est eux les futurs acteurs du développement de la nation. Les autorités administratives sont installées dans l'ensemble des chefs-lieux de la région. Le gouverneur, le colonel-major Lanzanou Konaté, est pleinement conscient des défis auxquels la région est confrontée. Je sollicite quand même que l'accès soit facile. L'accès facile, ça passe par la route, ça passe par la sécurité, ça passe par la piste d'atterrissage. Et ce sont les hautes autorités qui ont les gros moyens qui pourraient nous appuyer pour que la région puisse être accessible. Côté sécuritaire, les responsables des forces de défense et de sécurité initient des journées portes ouvertes. À celles-ci s'ajoutent des actions civilo-militaires pour renforcer la confiance et la collaboration FAMA-population. Colonel Abel Poudjougou, commandant du sous-secteur de Ménaka. Cette obligation de résultat n'est pas dessus de nos moyens. Il suffit juste pour les civils, dans un esprit de complémentarité, de soutenir davantage leur armée. Pour les militaires,
de prendre davantage conscience dans nos rangs des défis sécuritaires et de mutualiser les moyens mis à notre disposition en parfaite harmonie avec les populations pour lesquelles nous avons été déployés. Lieutenant-colonel Moussa Touré, directeur régional de la douane de Benaka. La volonté farouche de l'administration douanière a implanté la douane sur toute l'étendue du territoire malien pour mobiliser les ressources. Certes, la douane ici dans le nord rencontre beaucoup de problèmes, des problèmes d'ordre sécuritaire, comme les problèmes d'accessibilité. Lieutenant-colonel Mohamed Bissam, directeur régional de la protection civile de Menaka. Dans le domaine de la protection des personnes, de leurs biens et de l'environnement. Notre collaboration avec la population est formidable. Ceci est corroboré par le fait qu'effectivement le système d'alerte fonctionne. Nous avons une protection civile qui est disponible 24 heures sur 24 heures, tous les jours, qui est bien opérationnelle. C'est de bien vouloir alerter la protection civile en cas de feu. Aujourd'hui, l'un des défis majeurs demeure l'enclavement de la région. Malgré les difficultés, les autorités et les acteurs de la société civile conjuguent leurs efforts pour le bien-être des populations. Menaka, Chirfi Moulay Haidara, Ibrahim Agameni pour l'ORTM. Dans l'actu des sports, on parle des matchs de coupe nationale en Europe, notamment en France, Espagne et Allemagne. Nous sommes en football, restons dans la même discipline pour signaler la fin du marché des transferts. Certains joueurs maliens en ont profité pour changer de club. Plus de détails dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Arju Matina. Football, championnat national Ligue 1 professionnel, le programme de la 13e journée marquant la fin de la phase aller prévoit les rencontres suivantes. Vendredi, FC Malikroa affrontera l'USFAS et Derby Academy sera face à Afrique Football Elite AFE. Samedi, l'US Bougouba croisera l'AS Real de Bamako. Les 11 créateurs de Nyarela seront face à Binga FC et l'US Bougouni jouera contre l'AS Bakaridjan. Les matchs du Liba Athletic Club, Association sportive de Kourfina ASCO et Stade Malien de Bamako FC Djara sont reportés à une date ultérieure puisque Djulibis et Stadis joueront en compétition africaine des clubs samedi et dimanche. La Fédération royale marocaine de football sort de son silence à travers un communiqué publié hier mardi et décide de faire appel des sanctions infligées par la CAF après les incidents en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans le communiqué, la Fédération marocaine estime que les dites sanctions sont non proportionnelles à la gravité et à la dangerosité de ces événements. Le mercato hivernal, c'est-à-dire le marché des transferts, s'est refermé lundi 2 février dans la majorité des grandes ligues européennes. Si son transfert était presque bouclé vers le club turc de Fenerbahçe et qu'il avait passé sa visite médicale avec succès, N'Golo Kanté n'a finalement pas pu être transféré à cause d'une erreur administrative de son club d'Al-Ittihad. Mais l'international français espère toujours qu'une solution pourra être trouvée par la FIFA et a ainsi pris la décision de ne plus jouer pour son club actuel. Toujours dans le registre des transferts, le jeune milieu de terrain malien de Manchester United, Sékou Koné, 20 ans, a été prêté par Manchester United au club suisse de Lausanne Sport. Sékou Koné retrouvera à Lausanne Sport son compatriote Gaussou Diakité qui était à la CAN récemment avec les Aigles. Adama Traoré Malouda retourne dans son club turc de première division, Gengar Birligi, qu'il avait prêté à Al-Oula, club de deuxième division saoudienne. Autre footballeur malien qui a bougé lors du mercato hivernal, Salim Diakité. Le défenseur international malien a été prêté pour le reste de la saison par son club de 10e division italienne, Palerme, à un autre club de 10e division italienne, Juve Stabia. En Europe, le milieu de semaine est marqué par des rencontres de coupe dans certains endroits. En France, démarrage hier soir des huitièmes de finale de la Coupe de France par 2 oppositions. Le stade de Reims a battu 3-0 Le Mans. Les 2 clubs évoluent en 2e division. Même score de 3-0 de l'Olympique de Marseille face au Stade Rennais. Reims et Marseille se qualifient ainsi pour les quarts de finale. Suite de ces huitièmes de finale ce soir avec les affiches Lorient Paris FC, Nice Montpellier, Olympique Lyonnais Stade Levallois, Toulouse Amiens et 3 Lens. Le dernier huitième de finale oppose demain jeudi Strasbourg à l'AS Monaco. En Allemagne, il s'agit des quarts de finale de la Coupe nationale. Hier, le Bayer Leverkusen s'est qualifié pour les demi-finales en battant 3-0 FC St. Pauli. À suivre une rencontre des quarts de finale aujourd'hui, Holstein-Kiel, Stuttgart. Les 2 derniers quarts de finale se joueront la semaine prochaine, à savoir Hertha Berlin-Fribourg et Bayern Munich-Leipzig. Copa del Rey d'Espagne, c'est-à-dire la Coupe du Roi. Le FC Barcelone est en demi-finale. Hier, en quart de finale, le Barça l'a emporté 2-1 en déplacement chez Albacete, club de 2e division.
À suivre ce soir, Deportivo Alaves, Real Sociedad et Valence Athletic Bilbao. Le dernier quart de finale met aux prises ce jeudi le Real Betis et l'Atlético de Madrid. Terminons en Angleterre par la Carling Cup, c'est-à-dire la Coupe de la Ligue. Ce soir, la 10e demi-finale retour oppose Manchester City à Newcastle. À l'aller, les Citizens avaient gagné chez Newcastle 2-0. Le qualifié retrouvera en finale Arsenal qui a battu hier soir 1-0 en demi-finale retour les Blues de Chelsea. À l'aller, les Gunners s'étaient imposés chez Chelsea 3-2. Chronique de l'environnement. Quand un environnement est précaire, l'eau potable et l'assainissement sont absents, le combat contre les maladies tropicales négligées devient difficile à gagner. Des maladies qui touchent environ 1,5 milliard de personnes, principalement dans les régions tropicales pauvres, selon l'Organisation mondiale de la santé. Face à cette situation, la presse peut jouer un rôle actif dans la sensibilisation pour un changement de comportement et contribuer à mieux prendre en compte la question dans les politiques publiques. On en parle dans la chronique de l'environnement avec Agibou Koulibaly. Les données récentes de l'enquête démographique et de santé au Mali révèlent une réalité préoccupante. Près de la moitié de la population malienne ne bénéficie pas d'un service élémentaire d'assainissement. Cette situation favorise la persistance des maladies tropicales négligées, maladies évitables mais encore fortement enracinées dans les zones où les sols sont contaminés, les eaux stagnantes omniprésentes et les pratiques d'hygiène insuffisantes. Moussa Diakité, point focal des maladies tropicales négligées au centre de santé de référence de Bandiangara. Bien que certaines de ces maladies tropicales négligées soient en voie d'élimination sur notre territoire au Mali, certaines persistent. Et cette persistance peut être due à la mauvaise gestion des déchets. Au fait, la mauvaise gestion des déchets liquides tels que les excréta peuvent créer un environnement favorable à la propagation des maladies comme telles que les schistosomiases. Et c'est les maladies les plus persistantes au Mali, malgré les efforts colossaux des autorités sanitaires et ainsi que leurs partenaires. L'assainissement apparaît ainsi comme le premier rempart contre la transmission des maladies tropicales négligées. Sans latrines améliorées, sans gestion adéquate des déchets et des excréta, les efforts médicaux restent fragiles et souvent temporaires. Face à ce constat, l'homme des médias occupe une position charnière. Youssouf Bamba, président du REMAPSEN. On ne peut pas lutter contre les maladies tropicales négligées sans prendre en compte la dimension environnementale, surtout au niveau de l'assainissement. Les maladies tropicales négligées sont beaucoup plus présentes dans les zones où il y a la pauvreté, où il y a le manque d'assainissement, où il y a les questions d'insalubrité. Voici un peu les problèmes qu'il y a, à mon avis, qui vont nous amener, nous journalistes, à nous engager, à sensibiliser davantage, non seulement les populations, mais aussi les gouvernants, parce que les questions environnementales sont aussi les questions qui s'adressent à nos décideurs. Il faut qu'ils mettent les moyens qu'il faut pour que les populations soient en bonne santé. À travers une parole et un récit responsable, fondé sur des faits et orienté vers les solutions, les médias peuvent faire de l'assainissement un enjeu citoyen majeur. Roxane Fian, chargée de plaidoyer et communication à Speak Up Africa, basée à Dakar. Une information médiatique responsable et fondée sur des données fiables est un levier vraiment essentiel pour accélérer l'élimination des maladies tropicales négligées en Afrique. Elle permettrait d'abord de rendre visibles des maladies longtemps oubliées qui touchent principalement les communautés les plus vulnérables, là où l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement reste insuffisant. Donc, lorsque les médias s'appuient sur les données probantes, ils montrent clairement que des maladies comme le trachome ou encore la schistosomiase génitale féminine ne sont pas une fatalité. Elles sont évitables notamment grâce à des meilleures pratiques d'assainissement et d'hygiène. Les médias renforcent le plaidoyer et aident les décideurs à comprendre que l'assainissement est un investissement clé pour la santé, le développement et la dignité des populations. Au Mali, l'élimination des maladies tropicales négligées se joue à l'intersection de l'environnement, de la santé et de l'information. Assainir les cadres de vie, traiter les maladies et éclairer l'opinion publique constitue un même combat. Dans ce triptyque, l'homme des médias n'est pas un simple relais, il est l'un des leviers essentiels du changement durable.
7h28 à Badogo, à Dousoudjana, dans le secteur de Yamfolila, région de Bougouni. C'est ce qu'il fallait retenir de l'actualité en ce mercredi 4 février 2026. Cette tranche d'information vous a été servie par Soumela Diarra à la mise en onde, Beka Sissia sur la mise en ligne et au micro Bourama Traoré. Retrouvez juste après moi Doudou Temeli pour la lecture des avis et communiqués. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous, où que vous soyez.